Nous parlons de Samuel Paty et de cet avocat, l'avocat d'Abdel Hakim Sefrioui, qui accuse Samuel Paty de discrimination ouvertement, publiquement. Est-ce que c'est le rôle d'un avocat? Est-ce que c'est condamner, tuer Samuel Paty une deuxième fois? Appelez-nous pour pouvoir témoigner. Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Nous avons Dominique en ligne, nous avons Yvon qui nous appelle et nous avons Didier le maire aussi qui doit s'exprimer dans un instant, qui est dans le studio d'Europe 1, et Géraldine Amon, vous qui avez enseignante, j'aurais bien aimé vous entendre également. Alors rappelons que en première instance, voilà, il y a 4 personnes qui sont rejugées en ce moment même, donc depuis hier, devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris jusqu'au 27 février. Parmi eux figurent d'un côté 2 amis d'Anzorov, Naïm Boudaoud et Azim Espikanov, condamnés à 16 ans de réclusion pour complicité d'assassinat, et de l'autre, et c'est là que ça nous intéresse, Brahim China et aussi le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui avait écopé respectivement de 13 ans et 15 ans de prison. Donc le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui, c'est son avocat, suivez-moi bien, qui a exprimé et qui a accusé Samuel Paty de discriminer les musulmans, et l'autre qui est son complice, Brahim China, rappelons-nous que c'est de sa fille de 13 ans qu'est née toute cette histoire. Tout ça est né d'un mensonge. Sa fille qui avait accusé le professeur d'avoir discriminé les élèves musulmans de sa classe lors d'un cours sur la liberté d'expression où il avait présenté une caricature de Mahomet. Il est 12h04, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Voilà, et en réalité, elle n'avait pas assisté, mais son mensonge avait été relayé massivement sur les réseaux sociaux par son père et par Abdelhakim Sefrioui. Donc là, on parle de l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui qui remet une couche en disant que Samuel Paty a discriminé les élèves musulmans et il faisait le tri. Dominique, vous nous appelez du Vaucluse, avant d'avoir Yvon qui nous appelle de la part, vous nous appelez du Vaucluse et vous nous expliquez comment, effectivement, rien n'a été fait. Vous alliez nous expliquer comment vous avez aussi vécu quelque chose. Parlez-nous de votre témoignage, parce que vous parliez de cet avocat, les propos de cet avocat qui sont choquants lorsqu'il parle de Samuel Paty, comme s'il avait été responsable effectivement de son sort. Vous êtes d'accord avec le fait que cet avocat condamne à nouveau Samuel Paty qui a été décapité, et puis vous allez nous raconter quelque chose, c'était quoi? Oui, écoutez, je voulais vous raconter quelque chose qui nous est arrivé à nous personnellement dans le Vaucluse. Donc, je rappelle que le Vaucluse c'est un endroit extrêmement touristique avec plein de beaux petits villages, et j'habite dans un de ces beaux petits villages. Et à la rentrée de janvier 2024, mon fils a été enlevé devant la maison. Mon fils mineur a été enlevé devant la maison par 2 frères algériens avec des CV longs comme le bras, et un subsaharien, je crois qu'il est sous OQTF. Il a été enlevé dans une voiture et emmené emmené à quelques kilomètres avant qu'il se rende compte qu'il s'était trompé de gamin. Et il venait enlever un petit voisin, donc incroyable, ouais, parce que ce petit voisin avait miné sur ce qu'ils appellent miner sur un ordinateur des bitcoins, et ils avaient remonté ce gamin pour l'enlever. Donc on ne sait pas ce qu'ils allaient en faire. Le gamin avait 14 ans, et ils se sont trompés de gamin. Donc c'est mon fils qui a ramassé, comme on dit, parce que j'ai récupéré mon gamin en sang à la maison, complètement terrorisé. Il a été les types étaient masqués, gantés, ils l'ont violenté, tabassé, et puis ils se sont rendus compte plus tard, à quelques kilomètres de là, qu'ils s'étaient trompés. Il avait quel âge, votre fils, pardon? Mon fils, il avait à ce moment-là, il avait 16 ans et demi. Oui. Et donc ça s'est passé, ça a terrorisé tout le quartier. Et depuis, on est en procédure, et il faut savoir, j'ai découvert ça récemment, que en fait un enlèvement, normalement c'est 20 ans de prison, mais il y a des députés qui ont jugé que si c'est un enlèvement de moins de 7 jours, c'est un enlèvement furtif. Donc en fait c'est de la correctionnelle, c'est pas du pénal, et donc c'est pas grave. Alors, donc vous pouvez enlever quelqu'un 6 jours, vous risquez rien quasiment. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et aujourd'hui, avec l'avocat de l'inversion accusatoire?
Eh ben, en fait, aujourd'hui, j'ai rencontré bien sûr toutes les démarches imaginaires que vous pouvez imaginer donc au niveau judiciaire. Et le procureur de la République m'a déjà bien expliqué que j'allais devoir faire face probablement à des inversions accusatoires de la part des avocats qui allaient s'en prendre à moi, qui allaient s'en prendre à mon fils, et qu'il fallait que je sois très solide parce que aujourd'hui, en fait, ces gens-là étaient extrêmement protégés et que c'était des gens qui allaient être considérés finalement comme en difficulté dans un pays qui leur avait pas donné leur chance et que cet enlèvement finalement était le fruit de notre propre responsabilité. Enfin, quand vous entendez ça, vous vous dites mais on tombe sur la tête. Et les victimes dans tout ça, et la famille de Samuel Paty dans tout ça, quand on prononce les mots que cet avocat a prononcés, je suis effaré. Je suis effarée, j'entends bien. Merci Dominique de nous avoir appelé du Vaucluse, d'avoir témoigné de cette histoire incroyable qui est arrivée à votre fils et où votre fils victime, on lui dit voilà, de se préparer parce qu'il sera désigné comme coupable. On va avoir Yvon qui nous appelle. Je vous prends dans un instant Yvon. D'abord Didier Lemaire, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu vous le contexte de ce que vous aviez vécu, vous en tant qu'enseignant? D'abord, j'ai été professeur à Trappes, j'ai été nommé à Trappes en 2000, si bien que j'ai vu toute l'évolution de la ville. Le départ dans le lycée, il y avait une mixité sociale. Dans les années 2010, cette mixité s'est tarie. Ensuite, au moment des attentats, en 2015, mes élèves ont eu des problèmes à se positionner. Je me suis donc beaucoup investi. Se positionner, c'est-à-dire? Se positionner par rapport à ces attentats. Était-il, par exemple, l'attentat de Charlie Hebdo? J'avais des élèves qui justifiaient en partie cet attentat en disant, vous savez, cette phrase qu'on a beaucoup entendue, ils l'ont bien cherché. C'est ça. Voilà, sans l'approuver, bien entendu, mais il y avait un problème de positionnement de mes élèves. Et puis à partir des années 2020, je dirais que là, il y a eu un basculement. C'est-à-dire que les lois de la charia, comme je l'ai déjà dit, se sont appliquées dans ma classe, à savoir les garçons d'un côté dans certaines classes, les filles de l'autre. La taqia aussi, c'est-à-dire on est en cours mais on fait semblant et on ne s'investit pas dans le cours de philosophie pour des raisons en fait idéologiques. Donc j'ai vu cette emprise islamiste de plus en plus forte sur la ville et après l'assassinat de Samuel Paty, j'ai moi-même appelé mes collègues lors d'une lettre que j'ai publiée dans l'Obs, et c'est ce qui m'a valu d'être moi-même accusé de raciste et d'islamophobe. Inversion accusatoire, voilà, une fois encore. Voilà, et ce qui m'a valu de devoir enseigner d'abord sous escorte policière, avant d'être retiré de l'établissement et de vivre pendant quelques mois sous protection policière. Si on ne se couche pas, on est accusé. Oui, et il faut savoir que moi j'ai pris la lumière, mais dans l'Académie de Versailles, ce sont des dizaines d'enseignants qui sont aujourd'hui encore menacés, qui sont déplacés par l'institution à leurs frais. C'est-à-dire que leur carrière finalement est mise sous le boisseau, puisqu'ils n'ont plus le choix. Et déplacés pourquoi? Parce que des élèves, par exemple, les ont menacés de mort. Donc les élèves, eux, restent dans les établissements, dans un collège, notamment à Argenteuil, par exemple. Les élèves restent dans l'établissement, le professeur, lui, est déplacé, on met la poussière sous le tapis, la chose n'existe pas, il ne faut pas faire de vagues, c'est à ses frais. Je connais une de mes collègues est intervenue pour demander à Madame Borne, qui était à l'époque ministre, de l'aider dans une situation financière. L'éducation nationale à l'époque, oui. Dans une situation financière difficile. Et Madame Borne n'a pas daigné répondre à cette enseignante. Aujourd'hui, il y a encore des enseignants qui sont dans cette situation. Je ne sais pas si le ministre, lui, agira, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Geffroy, mais voilà. Et d'où vous prenez le chiffre de plusieurs dizaines d'enseignants? Nous, on en a qui nous ont appelés la dernière fois et tout. Vous êtes en contact avec plusieurs enseignants Oui, j'ai fondé une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République et j'ai des informations parce que les enseignants font appel à cette association pour leur défense. Y compris d'ailleurs, je dois le dire, à l'université dont la situation est peut-être encore plus catastrophique qu'à l'école. On va marquer une pause et on prendra Yvon qui nous appelle de la Sarthe et puis Géraldine Among, on sent qu'elle a envie de parler. C'est triste, je trouve, parce que l'enseignement, c'est un métier de vocation, en fait. Les gens ne font pas enseignant pour avoir 16 semaines de vacances, mais parce qu'ils aiment ça. Et voilà, il y a des enseignants qui doivent enseigner sous escorte policière.
On en est là. On en est là. Et beaucoup ne disent rien, ne disent plus rien. Beaucoup partent sur la pointe des pieds, changent de boulot et cela c'est la zone non identifiée de beaucoup de professeurs. Moi j'en connais un certain nombre. Bonjour Yvon, vous nous appelez de la Sarthe et vous êtes vous aussi choqué par les propos de l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui qui accuse Samuel Paty de discrimination envers les musulmans. Oui, alors bonjour Madame Kelly. Oui, alors, si vous voulez par là, comme beaucoup de personnes hier soir, quand j'ai entendu ça, j'ai eu vraiment envie de vomir et ce n'est pas une image. Hein. C'est-à-dire qu'un monsieur, il est mort. On a la preuve. Comment ? Décapité. Alors moi, justement, je vais revenir sur ce terme de décapitation parce que je trouve qu'il y a peut-être eu un consensus de bienveillance sur la langue française parce que la décapitation, c'est couper un cou, c'est couper une tête. Moi, j'appelle ça un égorgement. Il a été égorgé. Et ce terme est beaucoup plus fort. Et pourquoi on ne l'a pas employé ? Ça, déjà, ça me chagrinait quelque peu. Hein. J'entends bien. Que ce monsieur puisse dire ça de quelqu'un qui a été égorgé, alors qu'on a la preuve que ce n'était pas du tout la volonté de monsieur Paty de discriminer des personnes musulmanes, c'est totalement odieux. Et c'est ce que je disais à la dame qui m'a reçu. Je dis, est-ce que des avocats vont vouloir ou pouvoir porter plainte contre cet avocat ? Parce que c'est carrément porter l'anathème sur quelqu'un qui est mort alors qu'il n'a rien fait. Oui, c'est ça. Jusqu'où peut aller effectivement la plaidoirie d'un avocat sur quelqu'un qui est mort, effectivement, et en plus, même pas devant les tribunaux, hein, devant les médias. C'est même pas devant les tribunaux, c'est devant les médias, où là, on n'a même pas un juge ou bien quelqu'un qui peut mesurer les propos, compenser, porter un peu peut-être la contradiction, mais là, c'est carrément jeté en pâture comme ça devant effectivement les médias. On voulait avoir Gilbert Collard, on n'a pas pu l'avoir pour lui demander effectivement si un avocat peut aller jusque-là. Pardon, Yvon. Je vous ai interrompu. Oui, c'est moi qui m'excuse de vous couper la parole, mais je veux dire que, si vous voulez par là, surtout que ça vient d'une déclaration fausse et diffamatoire d'un enfant, que derrière les parents, moi ça m'est arrivé d'avoir des différends avec des profs, mais bon, je n'y vais pas pour... voilà, je ne vais pas leur couper le cou, et que directement, la famille a lancé une fatwa contre ce professeur. C'est ça. Et puis une fille, on rappelle, qui n'était pas dans sa classe, qui a menti à son sujet, elle n'avait pas assisté au cours. Et puis après, ces mensonges avaient été relayés massivement sur les réseaux sociaux et on en est arrivé là. Donc tout est basé déjà sur un mensonge. Voilà, c'est basé sur un mensonge. Et malgré tout, alors je dévie un petit peu, mais malgré tout, si vous voulez par là, l'éducation nationale est responsable de sa mort. Mais c'est la France qui est responsable de sa mort. Pourquoi ? Parce qu'au moins depuis 40 ans en France, nous avons une population maghrébine qui est venue en France. Bon, ils sont venus en France, on les a appelés à une certaine époque et tout, ils ont le droit de vivre comme ils veulent. Mais la seule différence qu'a oublié l'éducation nationale, c'est que volontairement, on appuie toujours sur notre période colonialiste. Mais on n'a jamais parlé de la manière dont ce qui s'est passé dans les territoires musulmans quand il y a eu la progression de l'islam dans toute cette partie du monde. Et, comme si eux, ils avaient colonisé en amenant des fleurs et que nous étions les mauvais colonisateurs. Alors restez en ligne avec nous. Il y a Marie aussi qui nous appelle, Gabriel Cluzel, Éric Tegner. Est-ce que vous pensez, comme nous dit Yvon, que l'éducation nationale est responsable de la mort de Samuel Paty et que l'État même est responsable de la mort de Samuel Paty ? Il y a deux questions, parce que pour l'éducation nationale, il faut voir que Samuel Paty, on l'a vu, a quand même été lâché. Enfin, il n'a pas été soutenu du tout. C'est quand même honte à ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là et qui auraient pu le protéger, et qui n'ont pas pu le protéger. Il savait plus quoi faire. Je crois qu'il avait un outil dans son coffre en se disant si je suis agressé, il faudra au moins que je me défende. Voilà. Donc il se sentait absolument abandonné. Mais ce qu'évoque cet auditeur, c'est un sujet plus large. C'est-à-dire, c'est vrai que s'agissant par exemple de l'immigration, de la colonisation, ce que disent-ils
l'éducation nationale, mais aussi ce que distille le monde politique et médiatique, vient alimenter une rancœur qui aujourd'hui est délétère. Il y a un discours qui n'est pas un discours de vérité. Donc c'est vrai qu'on vient alimenter un récit qui nuit en réalité à la France. Moi je voulais simplement, et après je laisse la parole, mais réagir sur ce qu'a dit le premier auditeur qui au demeurant était très intéressant. Il a parlé du retour du religieux. C'est quoi le retour du religieux? Non, c'est l'islamisme, mais c'est l'arrivée. Il n'y a pas de retour. Moi, quand les frères des écoles chrétiennes s'occupaient de l'éducation nationale, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait eu des affaires Samuel Paty. Voilà ce qu'était le religieux à l'école autrefois. Donc, je crois qu'il faut dire les mots, parce que pour rendre hommage à Samuel Paty, la meilleure façon, c'est quand même d'arriver à dire la vérité. Et arriver à mettre les bons mots. Yvon, je sais que vous êtes là, Marie aussi, peut-être Éric Tegner. Il y a d'autres responsabilités. Je pense au CCIF, à l'époque, qui s'était mobilisé dans la fatwa contre Samuel Paty, qui ensuite a été dissous par Gérald Darmanin. Mais on a vu, par exemple, finalement, sa petite fille, le CCIE, qui a été créé pour pallier à l'absence du CCIF. CCIE dont les membres ont été reçus à l'Assemblée nationale par le député LFI Raphaël Arnaud. Vous imaginez quand même à quel point le CCIF n'était pas reçu à l'Assemblée nationale avant Samuel Paty. Le CCIE aussi. Le deuxième élément, la responsabilité, c'est que très concrètement, la famille Anzorov devait être expulsée en Tchétchénie plusieurs années auparavant, notamment pour radicalisation. Et ces expulsions, une partie des expulsions, ont été empêchées notamment sur le tarmac de l'aéroport, notamment par des associations de défense des migrants. Mais bien sûr, c'est un énorme problème. Et c'est l'énorme problème aussi d'une certaine immigration en provenance de Tchétchénie, où en fait, parce que c'était des opposants à Vladimir Poutine, on partait du principe tout simplement que c'était d'une certaine façon des gentils, alors que c'était les salafistes qui étaient chassés par Vladimir Poutine en Tchétchénie. Donc vous voyez, il y a des responsabilités de partout, c'est ça l'immense problème. Et c'est la raison pour laquelle rien ne bouge. Parce qu'en fait, sinon, c'est une remise à plat de tout le système. Des responsabilités partout. Yvon, vous disiez effectivement que la France était responsable, que l'État d'éducation nationale est responsable. Merci beaucoup pour votre appel, mon cher Yvan, qui nous a appelé de la Sarthe. Et merci pour les mots que vous avez témoignés en direct sur Europe 1. Marie, vous nous appelez d'Aquitaine, Marie, et vous êtes scandalisée par les propos de cet avocat. Et là, effectivement, vous dites que voilà, c'est quand même des mots profondément choquants et qui accusent Samuel Paty de discrimination, Marie. Oui, bonjour. Écoutez, je suis scandalisée, mais ulcérée, mais écœurée par les propos de cet avocat. C'est inadmissible. Comment peut-on se comporter comme ça? Jamais je n'aurais pensé que la France arriverait à ce niveau-là. Nous n'en pouvons plus, l'air devient irrespirable, les mots, les phrases sont contorsionnées de manière à accuser les victimes d'une manière ignoble. Tout ça derrière, je vois les propos des LFistes, des gens qui sont complètement incultes, ignares, qui veulent refaire la révolution avec une autre population. Nous n'en pouvons plus. À la veille des municipales, ça sonne assez oui, ça interpelle, parce qu'on se dit effectivement que là on est en train de jeter de l'huile sur le feu, on est en train de jeter un homme qui a été égorgé, pour reprendre le mot de notre précédent auditeur, on est en train de le jeter en pâture alors qu'il n'est pas là pour s'exprimer, il n'est pas là pour se défendre, alors qu'il a été reconnu effectivement non seulement victime, mais tout ce qu'on l'accuse aujourd'hui, alors que mort, le contraire a été prouvé, démontré en première instance après un procès qui s'est tenu. Et c'est quand même incroyable de voir qu'aujourd'hui, ça me fait penser au livre de Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même. On est tellement démocrate, on est tellement à la liberté d'expression, on est tellement venez comme vous êtes, on est tellement dites tout ce que vous pensez, on est tellement, évidemment, on veut protéger la veuve et l'orphelin, que l'orphelin... la veuve non plus, et la veuve non plus, voilà. C'est un autre sujet, au bout du bout, on en va jusqu'à mentir et à détricoter la démocratie. Didier Lemaire, restez en ligne, Marie. Oui, je pense qu'il faut insister sur la responsabilité de l'institution tout de même dans l'abandon des professeurs. De l'éducation nationale. De l'éducation nationale et dans l'assassinat de Samuel Paty. On parle aujourd'hui de panthéoniser Samuel Paty. Nous allons panthéoniser au mois de juin Marc Bloch, qui fut également professeur d'histoire et qui fut résistant et qui a été assassiné en tant que résistant et qui a écrit un livre qui s'appelle L'étrange défaite. Et dans ce livre, Marc Bloch dit qu'un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres, qu'il en soit à l'initiative ou non, en bien comme en mal. Il cite même une parole du maréchal Joffre pour rebondir sur cette question de la responsabilité.
il la met au cœur, finalement, de l'étrange défaite de la France. Aujourd'hui, la responsabilité des politiques, quelle est-elle ? Quand un ministre de l'Éducation nationale ne démissionne pas après un assassinat, la question me semble posée. Excellente question. On peut se poser la question, effectivement, avec un triste assassinat comme celui-ci, lorsqu'un ministre de l'Éducation ne démissionne pas. Marie, restez en ligne avec nous, puisque vous faites le lien directement, effectivement, avec LFI, avec le fait qu'on laisse certaines idées d'accusation. Tout le monde est islamophobe. LFI accuse aussi tout le monde d'islamophobie, alors qu'on ne l'est pas forcément, et voire on ne l'est pas du tout. Et ce qui était le cas de Samuel Paty. Restez en ligne avec nous et puis appelez-nous au 01 80 20 39 21 si effectivement les propos de cet avocat vous choquent. Et qu'est-ce que ça dit de la France aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre pays? Moi, je vous dis sincèrement, panthéoniser Samuel Paty, je veux bien, mais mettons vraiment les mots sur les choses et sur ce qui se passe en France. Nous sommes en ligne avec Marie, en train de parler de l'avocat de Abdelhakim Sefrioui qui accuse Samuel Paty de discrimination. Nous sommes avec Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie, avant de recevoir dans un instant François Bousquet pour son livre Le racisme anti-blanc, et puis un policier qui a été victime de racisme anti-blanc en plein Paris alors qu'il était hors service. On en parle dans un instant. D'abord, Marie, je reviens vers vous parce que vous disiez que vous étiez scandalisée par les propos de cet avocat qui accuse Samuel Paty d'avoir discriminé les élèves musulmans, alors qu'en première instance, effectivement, il avait été démontré que pas du tout. Il avait fait preuve, au contraire, de bienveillance en demandant aux élèves de détourner la tête, ou ceux qui pourraient être choqués par les caricatures éventuellement de sortir par bienveillance. Et là, vous dites que vous êtes choqués, mais en plus on fait en sorte un certain tapis rouge à cette islamophobie ambiante par LFI. C'est ce que vous étiez en train de nous expliquer, je crois. Oui, absolument. On sent bien derrière cette son accusation discours. d'islamophobie. On sent bien derrière son discours, les discours de Mélenchon et de sa bande, d'un culte qui veulent refaire la révolution de 1789 avec un autre peuple. Voilà ce qu'ils veulent faire. Et on n'en peut plus de ces gens-là. Il faut les arrêter parce qu'ils nous amènent droit dans le mur. Je ne sais pas si les gouvernants actuels en sont conscients. Ils n'en ont pas l'air parce qu'ils sont copains avec eux et ça copine tant que ça peut. Et puis les Français sont au milieu. Il va falloir bien voter aux prochaines élections. Il va falloir que les Français réfléchissent bien parce que cela fait 50 ans que nous votons un peu bercés par des douces phrases. Travailler moins pour gagner plus, parce que c'en était là en fait. Et là, il va falloir travailler, il va falloir bien voter, il va falloir bien regarder, savoir qui va être capable de juguler cette espèce de tournoiement dans lequel on est pris. On ne peut absolument plus nous s'en sortir. Les gens sont essoufflés, fatigués. Oui, les gens sont essoufflés, accusés d'être islamophobes lorsqu'ils ne le sont pas, accusés, empêchés de donner leur avis par certaines accusations qui vous empêchent de réfléchir et qui vous empêchent de dire ce que vous pensez. Voilà. Il va falloir trouver celui ou celle qui va dire aux gens qui ne sont pas bien en France qu'il faut qu'ils partent. Et que les Français qui restent, il va falloir qu'ils s'attellent à redresser leur pays. Leur pays. Oui, et tous ceux qui sont en France, qui aiment la France, effectivement. Merci beaucoup, ma chère Marie. Merci infiniment de nous avoir appelés de l'Aquitaine. Je donne le dernier mot à Didier Lemaire sur le sujet, sur effectivement cette accusation par l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui, et cette accusation de Samuel Paty, alors je rappelle, d'islamophobe. Je rappelle que vous avez été vous-même victime de cette, de cette défaillance, on peut dire, de l'éducation nationale, de ces critiques que vous en avez souffert dans votre chair. Vous avez même créé une association. Quel serait votre dernier mot sur le sujet aujourd'hui ? Vous qui pouvez vous mettre à la place de Samuel Paty. Il faut mettre fin à la démission de l'institution, à la démission des ministres face à leurs responsabilités. Je pense que l'école doit être refondée, la mission des professeurs doit être redéfinie et l'architecture administrative doit être revue. Je m'emploie à y réfléchir aujourd'hui. Je pense que je publierai un livre prochainement sur cette question-là. On ne peut pas simplement se contenter de mesures. Il y a des choses à faire dans l'urgence. Vous avez été reçu, vous, par un membre du gouvernement à l'époque, par un ministre de l'Éducation nationale? Oui, j'ai entendu. Oui, à plusieurs reprises, j'ai rencontré M. Blanquer,
Je suis intervenu d'ailleurs pour soutenir mes collègues de Trappes qui avaient été exfiltrés avant moi, alors que ce n'était pas su dans la presse, pour les soutenir justement, parce que pour demander à ce que l'éducation nationale prenne en charge leurs frais de déménagement, par exemple. Donc, oui, j'ai été reçu à ce moment-là, mais rien. Les choses ne changent pas. Il y a beaucoup de ministres de l'Éducation nationale depuis. Oui. Merci beaucoup, Didier Lemay.